Alors, bonjour et bienvenue à ce premier rendez-vous juridique de la saison présenté par Kane Lamar. Mon nom est Sandra Rossignol, je suis la vice-présidente exécutive et directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord. L'événement d'aujourd'hui porte sur la santé et sécurité au travail, vraiment un sujet très couru. Beaucoup de monde sont intéressés à entendre nos spécialistes de ce matin. D'ailleurs, la petite explication, il y aura présentation, il y a une période de questions qui sera ouverte à vous tous à la fin de l'événement et pour ce faire, vous n'aurez qu'à utiliser le module de questions-réponses situé en bas de votre écran. Avant de démarrer, permettez-moi de remercier et saluer les partenaires annuels de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord, Ville-Saguenay, la MRC du Fjord du Saguenay et Rio Tinto. Les rendez-vous juridiques vous seront présentés par nul autre que Kane Lamar, un partenaire vraiment important pour la Chambre de commerce. J'invite Maître Jean-Pierre Lévesque, avocat associé chez Kane Lamar et premier vice-président de la Chambre de commerce, à vous adresser quelques mots. À toi, Jean-Pierre. Merci, Sandra. Alors, Kane Lamar est particulièrement fier de sa collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord. C'est pour nous un privilège de présenter aujourd'hui le premier rendez-vous juridique d'une série au fil desquels vous aurez l'occasion de découvrir les développements récents qui concernent le tissu économique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Aujourd'hui, c'est l'importante réforme de la loi sur la santé et la sécurité au travail. J'espère bien le dire, là, il y aura des conférencières chevronnées pour me corriger autrement. Nous vous invitons évidemment à ne pas hésiter à poser vos questions et à entrer en communication avec les conférencières pour approfondir des points qui peut-être seraient davantage intéressants pour vous ou que nous n'aurions pas eu le temps d'adresser de façon plus approfondie. Sur ce, je vous souhaite un très bon visionnement et au plaisir. Merci beaucoup, Maître Jean-Pierre Lévesque et premier vice-président, qu'on aime beaucoup. J'aimerais vous présenter nos deux conférencières d'aujourd'hui, deux avocates chevronnées. Tout d'abord, Maître Marie-Claude Néron, qui est inscrite au tableau de l'ordre depuis 2008. Elle a démarré sa pratique au sein de Kane Lamar en août 2010 en se joignant à l'équipe de droit du travail et de l'emploi. Elle concentre sa pratique majoritairement en santé et sécurité au travail. Elle est également en charge de plusieurs dossiers touchant les normes du travail en milieu non syndiqué, bien qu'elle pratique également en relation de travail. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Sandra. Alors Marie-Claude, toi, tu as plaidé devant des tribunaux très régulièrement. Tu dispenses également plusieurs conférences sur beaucoup de sujets. Alors, on est content d'être avec toi ce matin. Ça me fait très plaisir d'être là. Deuxième conférencière, Maître Ariane Tremblay, qui exerce sa profession d'avocate chez Kane Lamar depuis 2014 au sein de l'équipe de droit du travail et de l'emploi. Elle est spécialiste en matière de santé et sécurité au travail et elle agit également dans le cadre de dossiers en relation de travail ainsi que de normes du travail. Alors, bonjour Ariane. Bonjour Sandra. Alors, Maître Ariane, vous représentez régulièrement des employeurs devant les différents tribunaux. Vous agissez à titre de conseillère stratégique également. Donc, merci de nous faire bénéficier de votre expertise aujourd'hui. C'est un plaisir, Sandra. Alors, Marie-Claude et Ariane, je vous laisse toute la place et à vous tous qui sont présents, je vous souhaite une excellente conférence et ne vous gênez pas pour poser des questions à nos deux spécialistes. Écoutez, je dis en blague, c'est rare qu'on a des avocates gratuitement à notre service. Alors, bonne conférence et merci d'être là ce matin. Alors, à mon tour de vous adresser un petit mot, tout le monde. Ça me fait très plaisir de vous savoir aussi nombreux ce matin. C'est un beau taux de participation. Je prendrai pas, Ariane et moi, on ne prendra pas tout le crédit. On pense que c'est plutôt le sujet que nous-mêmes qui vous intéressions ce matin. Mais la réforme du régime SST a été annoncée il y a de ça de nombreux mois. Mais son adoption a été retardée par quelque chose, là, je ne sais pas si vous avez entendu le mot pandémie. Quoi qu'il en soit, ce délai dans l'adoption
décision a possiblement été une bonne chose parce que ça a permis l'introduction notamment du télétravail dans la loi. Et on a vu aussi certaines modifications là, qui devaient être adoptées freinées, là, notamment au niveau de l'imputation. Dans l'heure et quart et 20 qui va suivre, on va vous présenter de manière excessivement sommaire des modifications qu'on a ciblées, Ariane et moi, comme étant importantes et comme étant susceptibles de vous intéresser. La formation aurait pu durer 3 jours juste sur la réforme tellement elle est d'envergure. Donc, avant de céder la parole à Ariane là, pour le début de la conférence, je voulais vous parler un peu du bureau. Kane Lamar, c'est un cabinet d'avocats qui compte plus de 200 professionnels répartis dans 16 bureaux de manière à couvrir l'ensemble du territoire québécois. Mais ce que nous sommes, d'abord et avant tout, c'est un partenaire d'affaires de choix pour nos clients. Nous cultivons la proximité afin de bien conseiller notre clientèle et l'aider à atteindre, voire même à dépasser ses objectifs. Nous sommes prêts pour aller loin, mais plus encore, nous sommes prêts pour aller loin avec vous. Le droit du travail et de l'emploi est au cœur de notre expertise. À travers la province, ce n'est pas moins de 50 professionnels dédiés à ce secteur. Ici à Saguenay, l'équipe compte Maître Guy Wells, Maître Pierre Parent, Maître Raphaël Tremblay, Maître Arnaud Gosselin-Brisson, Maître Ariane Tremblay, Maître Rachel Gauthier, Maître Zoé Dionne, Maître Charles-Éric Gilbert et moi-même. Nous misons sur la compétence et le professionnalisme de chacun, privilégions le travail d'équipe afin que nos clients bénéficient d'une prise en charge rapide de leur dossier, mais aussi qu'ils aient toujours une ressource sur qui compter en cas de besoin. Nous vous présenterons donc en alternance, Ariane et moi, divers aspects de la réforme. Nous tenterons de ne pas faire un Jean-Marc Parent de nous-mêmes et de dépasser le temps qui nous est attribué. On va tout faire pour garder le plus possible de temps pour vos questions, mais c'est à prévoir qu'on n'aura pas le temps de répondre à l'ensemble d'entre elles. Alors, comme le disait Jean-Pierre, gênez-vous surtout pas pour communiquer avec nous par la suite. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Ariane qui a, je dois le dire avec fierté, été ma première petite panawan que j'ai formée en santé et sécurité et qui dépasse le maître amplement maintenant. Alors, à toi, Ariane. Merci, Marie-Claude. Dépasser le maître, on verra, mais merci pour cette belle présentation. Comme l'a dit Marie-Claude, la réforme est assez vaste, mais on va tenter aujourd'hui de vous pointer ce qui, selon nous, là, est le plus important. Et je vais commencer, sans plus attendre, par les modifications qui touchent la loi sur la loi, par exemple, la loi sur les accidents de travail, les maladies professionnelles et ses règlements. Et de manière plus précise, on va traiter de l'assignation temporaire et des articles 179 et 180 de la loi. D'emblée, je vous le mentionne parce qu'on va le voir au fil de la présentation, les modifications ne vont pas toutes entrer en vigueur en même temps. Celles par rapport à l'assignation temporaire, elles vont entrer en vigueur le 6 octobre 2022, soit 1 an après la sanction de la loi. Comme vous le savez, les employeurs, en vertu de l'article 179 de la loi, peuvent assigner à un travailleur un travail de manière temporaire, dans la mesure où ce travail répond, selon le médecin traitant, à 3 conditions. La première modification qui est apportée à l'article 179, c'est qu'on est venu ajouter la notion d'intégrité psychique à ces 3 conditions. Donc, à compter du 6 octobre 2022, les 3 conditions vont se lire de la manière suivante. Le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir son travail. Ça, on s'entend, ça ne change pas. Ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique et psychique du travailleur, compte tenu de sa lésion. On voit que l'ajout de la notion d'intégrité psychique est à cette condition-là. Et la dernière condition demeure la même, ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur. Dans les faits, les médecins traitants, quand ils se posaient la question à savoir si une assignation temporaire respectait ou non ces conditions, dans les faits, ils prenaient déjà en considération l'intégrité psychique. Notamment, je pense, dans des cas de harcèlement psychologique, certains médecins refusent parfois d'autoriser l'assignation parce que le travailleur accidenté ou présumément victime de harcèlement va être en contact avec son présumé harceleur. Donc, c'est pas, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça ne changera pas drastiquement la manière de fonctionner des médecins, mais on peut voir ça comme une volonté du législateur d'ajouter cette notion d'intégrité psychique à la loi pour rendre la loi plus conforme à la réalité de notre époque qui, on va se le dire, compte de plus en plus de réclamations relatives aux lésions de nature psychique. Une autre modification qui est apportée à l'article 179, c'est qu'on est venu encadrer de manière plus importante tout le processus d'assignation temporaire. Comment on est venu faire ça? On est venu ajouter l'obligation pour l'employeur d'utiliser le formulaire prescrit par la CNSST.
Il y a déjà un formulaire qui existe en ce moment. Certains employeurs l'utilisent. Certains autres employeurs ont fait leur propre formulaire, mais sachez qu'à compter du 6 octobre 2022, les employeurs n'auront pas le choix et devront avoir l'avis du médecin dans ce formulaire prescrit par la CNESST s'ils veulent que l'assignation temporaire soit considérée comme validement autorisée. Un autre élément qui est ajouté, c'est que le médecin n'aura pas le choix d'indiquer dans le formulaire d'assignation temporaire ses constatations quant aux limitations fonctionnelles temporaires du travailleur. Donc, il devra vraiment expressément les inscrire. En ce moment, des fois, c'est fait, des fois, c'est pas fait, ça dépend des médecins. Également, une fois que le médecin va avoir dûment rempli le formulaire est transmis à l'employeur, l'employeur devra le transmettre à la CNESST, et ça, que l'assignation soit autorisée ou non. Donc, dès qu'il y a un formulaire de rempli par un médecin, on n'a pas le choix, on envoie ça à la CNESST. Ces modifications, qui en gros visent à uniformiser tout le processus d'assignation temporaire, vont également permettre tant à la CNESST qu'aux employeurs d'avoir des explications quant à l'opinion du médecin. On va pouvoir savoir si le médecin refuse une assignation temporaire. On va pouvoir savoir pourquoi il les refuse, parce que le travailleur a telle limitation fonctionnelle. Donc, ça va permettre, dans certains cas, par exemple, quand l'assignation est refusée, à un employeur de se poser la question, bon, est-ce que j'ai un emploi? Bon, ce que j'ai proposé, ça ne fonctionnait pas, mais est-ce que j'ai un autre emploi disponible qui respecte les limitations fonctionnelles que le médecin a mis dans le formulaire? Donc, en gros, ces modifications sont, somme toute, une bonne chose. Il faudra revoir, ceux qui avaient l'habitude de prendre leur formulaire, il faudra s'habituer à celui de la CNESST, mais sous réserve de ça, je pense qu'à long terme, ça va être très bénéfique. Je vais maintenant traiter de l'article 180 de la loi. Actuellement, l'article 180, il prévoit que lorsqu'un employeur assigne temporairement un travail à un travailleur, il doit lui payer le salaire et les avantages de son emploi prélésionnel, sans plus de détails. Ça, c'est l'état en ce moment. Le nouvel article 180, il reprend ce principe, mais vient également ajouter des modalités dans les cas où l'assignation temporaire compte moins d'heures que l'emploi prélésionnel. Par exemple, le travailleur travaillait 40 heures semaine, vous avez une assignation temporaire, mais juste pour 15 heures. Dans ce cas, la CNESST est venue prévoir 3 options pour l'employeur. Je vous les mentionne brièvement. Première option, l'employeur paie 100% du salaire au travailleur, comme s'il travaillait à temps plein. Donc, 40 heures, c'est 40 heures qu'il faisait avant. Et l'employeur va demander un remboursement à la CNESST pour les heures payées, mais non travaillées. Ça, c'est la première option. Deuxième option, c'est une déclinaison de la première. L'employeur paie 100% du salaire, comme si le travailleur travaillait à temps plein, mais il a la possibilité de ne pas demander le remboursement. Ça, c'est la deuxième option. Et la troisième option, l'employeur ne paie que les heures travaillées et la CNESST paye directement au travailleur les heures, le reste des heures pour combler les heures que faisait le travailleur dans son emploi prélésionnel. Dans tous les cas, le travailleur reçoit le même montant. L'objectif de cette disposition-là, c'est vraiment d'encourager les employeurs qui étaient plus ou moins réticents à recourir à l'assignation temporaire à temps partiel, c'est de les encourager en leur offrant différentes options. On l'a vu, je vous ai dit les 3 options, qui vont être plus ou moins avantageuses en fonction de la grosseur de l'employeur, en fonction de son régime de tarification. Je vous donne un exemple. Un employeur qui est un gros employeur qui est au régime rétrospectif, dans certaines circonstances, il va avoir intérêt à payer la totalité des heures, donc 40 heures, si c'est 40 heures que le travailleur faisait avant, et à ne pas demander le remboursement, notamment pour faire en sorte que l'indemnité de remplacement du revenu ne sera pas payée dans les 8 trimestres qui sont les plus coûteux, ceux qui ont un facteur de chargement plus important. D'un autre côté, un petit employeur qui est dans le fond, son régime de tarification et le taux de l'unité, lui, il va avoir peut-être intérêt à payer juste les 20 heures et à laisser la CNESST combler le reste. Ce qu'il faut retenir, puis on le voit dans le débat parlementaire, c'est que l'objectif du ministre Boulay, c'est vraiment que les employeurs aient recours de plus en plus à l'assignation en temps partiel, comme mesure, parce que ça aide quand même, si le travailleur fait 20 heures, 15 heures semaine, s'il reste dans son milieu de travail, ça favorise sa réintégration ultérieurement. Donc, c'est vraiment l'objectif. Puis pour le reste, l'employeur choisit l'option qui lui convient le mieux.
Maintenant, je vais traiter des modifications, de la modification, en fait, là, qui touche l'article 53 de la LATMP. Cet article-là, il prévoit, là, il établit vraiment un régime particulier là, pour les employeurs, les travailleurs, pardon, plus âgés qui deviennent incapables d'exercer leur emploi prélésionnel en raison de leur lésion professionnelle. Actuellement, l'article 53, ce qu'il prévoit, c'est que le travailleur qui est âgé de 55 ans au moment où apparaît sa maladie professionnelle ou de 60 ans pour toutes les autres lésions et que ce travailleur est incapable de reprendre son emploi, bien, il prévoit que ce travailleur a droit à l'indemnité de remplacement du revenu jusqu'à ce qu'il occupe un nouvel emploi ou un emploi convenable chez l'employeur. Donc, ce qui prévoit là, cet article-là, c'est qu'il offre la garantie aux travailleurs plus âgés que s'ils ne sont pas capables de se replacer là, chez leur ancien employeur, leur employeur actuel, bien, ils n'auront pas à trouver un emploi convenable sur le marché du travail. Dans les faits, ce que ça donne, c'est que les mesures de réadaptation sont souvent limitées parce que si, par exemple, le travailleur faisait un job très, très physique, puis l'employeur a juste des jobs physiques, puis le travailleur n'est plus en mesure de les faire là, parce qu'il y a une importante atteinte permanente, par exemple, bien, le travailleur n'est pas réadapté, puis il reçoit de l'indemnité de remplacement du revenu complète jusqu'à 65 ans. Ça c'est l'état actuel, là. La seule modification là, qui est apportée à cet article, c'est que l'âge d'admissibilité a été uniformisé à la hausse pour toutes les lésions. Donc, pour toutes les lésions, ça va être 60 ans pour être admissible là, à ce régime particulier. L'objectif en rehaussant, parce que dans le fond, pour les maladies professionnelles, c'était 55 ans. Donc, l'objectif en rehaussant l'âge à 60 ans pour les maladies professionnelles, c'était de faire bénéficier les travailleurs de l'ensemble des mesures de réadaptation. Donc, c'est vraiment une volonté de favoriser la réinsertion en emploi là, des travailleurs victimes de lésions de maladies professionnelles. Puis pour les employeurs, ben ça va, nous l'espérons, limiter les cas où le travailleur va rester là, sur l'indemnité de remplacement du revenu complète jusqu'à 65 ans. Donc, c'est une bonne chose pour les employeurs, mais également pour les travailleurs. Je vais maintenant traiter là, de toutes les modifications là, qui ont trait là, aux maladies professionnelles. Je vous mentionne d'emblée, ces modifications-là, elles sont déjà entrées en vigueur à la date de la sanction de la loi. Donc, depuis le 6 octobre 2021, ces modifications sont entrées en vigueur. D'abord, une section complète a été ajoutée là, à la loi là, en ce qui a trait aux maladies professionnelles oncologiques. Donc, c'est les articles 233.1 à 233.8 de la loi qui ont été ajoutés. Et ces articles-là, ce qu'ils prévoient, c'est d'une part la création de comités professionnels sur les maladies oncologiques et l'instauration également d'un processus d'évaluation médicale spécifique à ce type de maladie-là. Pour ceux qui sont familiers là, avec le processus qui existe pour les maladies pulmonaires, c'est essentiellement la même chose. Je n'irai pas dans les détails, là, mais ce qu'il faut savoir, c'est que depuis là, le 6 octobre, lorsqu'un travailleur dépose une réclamation là, à la CNSST alléguant être atteint d'une maladie professionnelle oncologique, la CNSST, sauf quelques exceptions, là, doit référer le travailleur au comité. Et le comité devra par la suite examiner le travailleur et émettre des constats quant au diagnostic, limitation fonctionnelle, etc. C'est un peu comme une espèce de BEM spécialisé là, dans les maladies oncologiques. Un autre comité qui est créé aussi là, par la réforme, c'est le comité scientifique sur les maladies professionnelles. Les dispositions applicables, c'est les articles 348.1 à 348.9 de la loi. Et en résumé, ce comité, le rôle du comité, le mandat, c'est vraiment un mandat continu, c'est de documenter les recherches scientifiques, la doctrine scientifique en matière de maladies professionnelles et faire des recommandations, donner des avis aux ministres et à la CNSST en matière de maladies professionnelles pour s'assurer notamment que toutes les dispositions relatives aux maladies professionnelles, les présomptions relatives à certaines maladies, pour s'assurer que toutes ces dispositions-là évoluent en fonction de l'ensemble des connaissances scientifiques. Donc, si, par exemple, il est reconnu dans la doctrine scientifique que telle maladie est causée par tel risque, mais le comité pourrait faire une recommandation à la CNSST pour dire, je pense que ça devrait être ajouté là, à la liste des présomptions de l'article 29. Donc, c'est comme une vigie scientifique, là, ce comité-là.
Une autre modification là, qui est apportée par la réforme, c'est que l'annexe 1 relative aux présomptions de l'article 29, elle est remplacée par un règlement sur les maladies professionnelles. Je vous le dis, là, cette modification-là, ce n'est pas dans le but de modifier de manière drastique le contenu de l'annexe, c'est vraiment une modification qui vise à permettre qu'on puisse mettre à jour plus facilement là, la liste de maladies parce qu'un règlement, la CNSST va pouvoir le modifier. Alors que l'annexe 1, comme elle faisait partie de la loi, il fallait adopter là, des modifications législatives là, qui sont plus complexes. Pour le reste, le règlement reprend là, intégralement la liste des maladies là, qui apparaissaient à l'annexe 1 et il fait quelques ajouts. D'abord, le règlement prévoit l'ajout de la maladie de Parkinson comme étant sujette là, à l'application de la présomption de l'article 29 pour les travailleurs ayant exercé un travail impliquant une exposition d'une durée minimale de 10 ans à certains pesticides. Donc, cet ajout-là, vous le comprendrez, là, il vise là, les cas des travailleurs agricoles là, qui participent là, à l'épandage des pesticides. Également, le règlement prévoit l'ajout du diagnostic de troubles de stress post-traumatique et je mentionne pour dans quel type de situation, pour les travailleurs ayant exercé un travail impliquant une exposition de manière répétée ou extrême à une blessure grave, à la violence sexuelle, à une menace de mort ou à la mort effective qui n'est pas de cause naturelle. Ce changement, là, il n'est pas anodin là, parce que c'est la première fois. Avant la réforme, là, les diagnostics de nature psychologique, là, ils n'étaient pas visés par les présomptions. Donc maintenant, on a un premier diagnostic qui est le trouble de stress post-traumatique qui est visé par la présomption. Avant, le travailleur, il devait faire la démonstration qu'il y avait un accident de travail, soit un événement ou un événement imprévu et soudain. Dans le cas là, des lésions psychologiques, un événement ou une série d'événements qui dépassaient le cadre normal du travail. Et le travailleur devait faire la preuve du lien causal entre ce ou ces événements et la maladie diagnostiquée ou, dans notre cas, le trouble de stress post-traumatique. Donc, il y avait quand même un lien causal à établir. Vous comprendrez qu'avec la présomption, ce lien va être présumé dès que le travailleur démontrera les conditions là, qui sont prévues là, au règlement. Cela étant dit, là, quand je regarde là, les conditions, justement, elles sont somme toute limitées, blessures graves, violences sexuelles. Il faudra voir là, si la CNSST et peut-être éventuellement les tribunaux adopteront une interprétation élastique. Des fois, la CNSST, blessure grave, ça va peut-être être pas si grave que ça, mais il faudra voir l'interprétation qui sera faite là, pour bien saisir la portée de ces modifications-là, mais sachez que ça existe. Enfin, le règlement prévoit l'ajout d'une nouvelle section, d'une section complète sur les maladies oncologiques. Puis essentiellement, ce que ça vise, c'est de reconnaître certains cancers là, chez les pompiers. Donc, c'est vraiment là, lorsque des travailleurs sont exposés à la fumée ou au gaz d'incendie. Donc, c'est très, très spécifique. En terminant, je vous rappelle, ces modifications-là sont déjà en vigueur, donc ayez le réflexe, si jamais vous avez un de ces diagnostics là, dans vos dossiers, ayez le réflexe là, de penser là, au règlement sur les maladies professionnelles. Maintenant, Marie-Claude, je te cède la parole là, en ce qui a trait là, aux modifications là, qui toucheraient là, le bureau d'évaluation médicale. Absolument. Vous connaissez assurément le fameux BEM, Bureau d'évaluation médicale. Qu'est-ce que c'est? C'est un arbitrage médical, en fin de compte. C'est lorsque le médecin traitant, d'une part, et le médecin de la CNESST ou de l'employeur ne s'entendent pas sur un des éléments qui est prévu à l'article 212 de la loi, donc le diagnostic, la date de conso, les traitements, la PIP ou encore les limitations fonctionnelles. Mais à ce moment-là, il y a une entité plus indépendante qui va trancher et qui va lier la CNESST comme la révision administrative. Alors, ce sont des processus qui sont généralement très longs parce que, bon, ben là, au début, il faut contester un rapport, donc il faut aller chercher une expertise, il faut laisser 30 jours au médecin traitant pour répondre à notre expertise et là, ensuite, il faut soumettre le dossier au BEM et là, ça peut prendre, en fonction de la spécialité visée, de nombreux mois, de nombreuses semaines avant d'avoir un rendez-vous puis avant que le BEM puisse rendre son rapport. À l'heure actuelle, le bureau d'évaluation médicale ne peut que se prononcer sur un désaccord. Donc, il faut donc, vous comprendrez que le médecin traitant dit quelque chose et l'expert dit autre chose. Ce qui est hyper pratique dans la réforme et que je trouve vraiment génial, c'est que maintenant, lorsque
le membre du BEM va se prononcer sur la consolidation de la lésion. Il va devoir se prononcer sur l'atteinte permanente et les limitations fonctionnelles. Avant, il avait une discrétion pour le faire, donc il pouvait le faire, mais il n'avait aucune obligation. Donc, ce que ça vient dire, là, au final, c'est que lorsque un employeur ou un travailleur a un dossier qui chemine, arrive au BEM, le BEM va consolider, bien, on n'aura pas besoin de retourner au BEM pour un désaccord au niveau des limitations fonctionnelles ou de l'atteinte permanente, puis on va pouvoir monter la contestation directement au tribunal administratif du travail. Alors, ça va sauver énormément de temps, tout ça. Autre élément pertinent, c'est la possibilité, là c'est une possibilité, ce n'est pas une obligation, mais c'est la possibilité pour le membre du BEM de se prononcer sur la consolidation lorsqu'il conclut que les traitements ont été suffisants. Donc, lorsque le membre du BEM va dire qu'il y a eu assez de physio, assez d'ergo, assez de médication, assez d'infiltration, il va pouvoir dire, donc, moi, je consolide la lésion. Et là, vous comprenez, s'il consolide la lésion, il va devoir aussi se prononcer sur l'atteinte permanente et les limitations fonctionnelles. Alors, comme je vous dis, ce qui est extraordinaire là-dedans, c'est que ça va probablement beaucoup accélérer le processus et faire en sorte qu'on n'aura pas besoin de monter au BEM 3 et 4 fois pour un même dossier là, au final. Il y avait des délais qui étaient prévus dans la loi au départ. Là, on voulait faire en sorte que, par exemple, un BEM psychiatrique, ça prenne pas plus que 120 jours. Ça a été abandonné. C'est malheureux, mais probablement que c'est parce que c'était pas réaliste. On a des BEM psychiatriques, là, c'est 2 ou 3 ans en ce moment, en raison de la disponibilité des experts. C'est quelque chose que j'aurais donc aimé qu'il reste, mais malheureusement, là, ça a été évacué là, au cours des débats parlementaires et ce n'est plus dans la loi maintenant. Réadaptation et consolidation, vous avez très certainement déjà eu des dossiers en tant qu'employeur où la réadaptation était amorcée avant la consolidation de la lésion. Parfois, ça nous faisait choquer parce qu'on se disait, on n'est même pas sûr que la lésion va être acceptée, puis là, on commence la réadaptation, puis on dépense des prix de fou, puis c'est qui va assumer ça au final? C'est vrai que c'est choquant. J'ai été la première à m'insurger des fois là, dans certains dossiers. Par contre, là, ce que la réforme est venue dire, c'est on va mettre en place des mécanismes de réadaptation aussitôt que la lésion est acceptée, lorsque ça s'avère nécessaire, pour favoriser la réadaptation, la réinsertion professionnelle du travailleur dans son emploi ou dans un autre emploi. On va tout faire pour essayer de développer ses capacités dans le but qu'il reprenne ses tâches ou qu'il en accomplisse le plus possible dans son emploi prélésionnel ou dans un emploi convenable. Ce que ça va très possiblement avoir comme impact dans le concret, c'est que les consolidations, les périodes de consolidation vont être moins longues, puisqu'on le sait, vous l'avez tous déjà vécu, plus un travailleur est exclu du travail longtemps, moins il y a de chances qu'il revienne ou plus c'est long avant qu'il revienne. Alors là, la CNESST va pouvoir mettre en place des plans individualisés, comme le prévoit 145.1, rapidement dans le processus, lorsque la lésion le nécessite, pour faire en sorte que le travailleur reprenne le plus rapidement possible l'emploi. Et comme la modification précédente là, au niveau du BEM, ça va entrer en vigueur le 6 octobre 2022. Ariane, retour progressif, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup là, en relation de travail, dans des dossiers non syndiqués au niveau des normes. Mais moi, retour progressif dans la LATMP avec laquelle je joue depuis 10 ans, je n'avais pas entendu ça. Et là, je vois le titre, là, qu'est-ce que ça vient faire finalement là-dedans? Effectivement, là, le retour progressif a été là, intégré là, à la LATMP, même si dans les faits, là, on le voyait quand même en pratique dans les dossiers. Là, un cas où un travailleur revient d'abord à 2 jours semaine, 3 jours semaine, ça existait. La seule chose, c'est que maintenant, l'article 167.2 prévoit que la CNESST, si elle estime là, que le travailleur est en mesure, est capable d'exercer son emploi ou un autre emploi chez l'employeur, pourra prévoir ce retour progressif là, au travail. Prévoir, moi, ce que je comprends de ça, c'est que les agents pourront peut-être être plus insistants là, envers un travailleur ou un employeur qui serait réticent là, à prévoir le retour progressif. Et on l'espère justement là, que les agents là, prendront ce pouvoir-là et seront un peu plus proactifs dans certains dossiers où le travailleur notamment tarde là, à revenir au travail. Donc, c'est vraiment le pouvoir a été ajouté à la loi là, de prévoir un retour progressif. Et l'alinéa 2 là, prévoit que la CNESST, quand elle prévoira un tel retour, pourra octroyer un soutien financier à l'employeur d'une durée maximale de 8 semaines. Soutien financier, on n'a pas encore les détails, là, ce sera prévu par règlement, mais sachez que ça va éventuellement être prévu et on peut comprendre là, que l'objectif de cette disposition-là, c'est encore une fois de favoriser un retour au travail pour amener le travailleur à réintégrer le plus rapidement possible son emploi dans le but là, qu'il retourne au travail là, de manière normale éventuellement.
Maintenant, Marie-Claude, qu'en est-il là, de tout ce qui concerne l'emploi convenable et une certaine affaire Caron là, dont on a un petit peu entendu parler? Oui, effectivement. Puis si vous avez assisté là, à notre colloque Travail et emploi l'an dernier, on en avait amplement discuté. En fait, l'affaire Caron, ce que c'est venu établir, puis c'est bien correct là, au final. Puis je représente des employeurs, puis je suis obligée de vous dire que ça fait bien du sens, qu'est-ce qui a été établi dans cette affaire-là. C'est de dire, c'est pas parce qu'un travailleur s'est blessé au travail qu'il va avoir moins de droits au niveau de l'accommodement que le travailleur qui s'est blessé à la maison, par exemple, parce que c'était l'état du droit avant. Un travailleur qui se blessait au travail, bien, il était couvert par la LATMP, il n'y avait pas d'obligation d'accommodement prévue, fait que l'employeur n'avait pas à l'accommoder. Alors que s'il se blessait dans la rue en s'en allant chez lui ou complètement à la maison, bien, l'employeur devait l'accommoder. Alors, on est venu changer ça avec l'affaire Caron. Et ce qu'on est venu faire avec avec la réforme, c'est juste finalement mettre ça dans la loi, mais c'était déjà appliqué. Donc, pour vous, employeurs, ça ne changera rien de très, très substantiel. C'est simplement que ce qu'on vient dire, d'une part, c'est qu'on va rechercher l'emploi convenable d'abord et avant tout chez l'employeur. J'espère que vous ne tombez pas en bas de votre chaise en ce moment parce que c'est tout à fait normal. C'est chez l'employeur qui s'est blessé, donc c'est chez l'employeur qu'on va tenter de le réintégrer d'abord et avant tout. Mais maintenant, ce que ça change par contre, c'est que c'est déjà comme ça depuis quelques années, c'est que l'employeur ne peut plus, ce qu'on a fait pendant de nombreuses années, je vous dis, ça fait 10-11 ans que je pratique, puis j'ai dû faire ça pendant 8 ans. À l'expiration de la période prévue pour le retour au travail, on va y revenir tout à l'heure, on disait simplement, désolé, notre dossier est fermé, puis le droit de retour au travail est expiré. Moi, ma démarche d'accommodement est faite, j'ai attendu 1 an ou 2 ans, puis là, j'accommode plus. C'est impossible de faire ça maintenant. La CNESST va vraiment exiger de l'employeur un processus où il va devoir faire la preuve qu'il a analysé l'ensemble des accommodements et adaptations possibles à l'interne, l'ensemble des emplois qu'il pourrait offrir à l'interne. Alors, ça va bien au-delà des simples mesures, là, ça peut même aller au-delà des simples mesures de réadaptation qui sont prévues à l'article 167, que je ne reprendrai pas avec vous. Mais ce qu'on est venu dire, c'est maintenant, l'employeur peut devoir changer l'horaire, changer l'organisation du travail, dans la mesure où toujours il ne dénature pas complètement l'emploi, parce que quand même, l'obligation d'accommodement général, c'est toujours venu dire, puis ça, c'est resté, on n'a pas l'obligation de créer un emploi sur mesure, mais ça peut impliquer certains changements d'horaire. Alors, et ça, le processus, vous devrez le documenter. On est tannant avec ça, les avocats, je le sais. On n'arrête pas de vous dire, avez-vous des notes? Qu'est-ce qu'il y a dans le dossier? Qu'est-ce que vous avez comme preuve? J'ai appris, bien malheureusement, dans ma carrière, que ce qui compte, ce n'est pas la vérité, c'est ce qu'on est en mesure de prouver. Et ce qu'on peut prouver, on peut le prouver avec des écrits. Et je vais vous donner un conseil. Là, prenez vos crayons, un conseil ultra pratique, gratuit. Désolée pour ceux qui ont déjà eu à payer pour le conseil. Aujourd'hui, il est gratuit. En fait, ce que je vais vous dire, c'est que vous allez vous monter dès à présent, peut-être pas dans les 5 prochaines minutes, mais commencez ça très rapidement, un tableau. Moi, j'aime mieux Word, Excel, je n'ai jamais compris, mais si vous êtes à l'aise avec Excel, allez-y. Un tableau dans lequel la première colonne va faire état de tous les emplois que vous avez au sein de l'entreprise, du plus payant au moins payant, du plus de responsabilité au moins de responsabilité, tous les emplois, y compris le poste de PDG, tous les emplois. Dans la deuxième colonne, vous allez énoncer en détail les tâches requises par ce poste-là. Dans l'autre colonne, ça va être les exigences physiques, donc lever des poids de tant de kilos, rester assis tant de temps, marcher tant de temps, etc. Dans l'autre colonne, ça va être les exigences reliées au poste dans la convention collective ou encore dans le contrat de travail. Donc, qu'est-ce que la convention prévoit au niveau, par exemple, pour obtenir le poste, on doit avoir un diplôme, on doit avoir de l'expérience, on doit avoir une certaine certification, de la formation, peu importe. Alors ça aussi, il faut que ça se retrouve dans le tableau. Une autre colonne avec les articles pertinents de la convention collective ou du contrat de travail, le cas échéant. Une avant-dernière colonne dans laquelle vous allez inscrire oui ou non, dans le sens est-ce qu'il peut l'occuper ou est-ce qu'il ne peut pas. Et la dernière colonne qui est très importante, qui va inclure la justification de pourquoi il ne peut pas ou pourquoi il peut, ou selon quelle modification, quelle adaptation. Donc, ça, c'est un outil que vous allez vous servir pour tous vos dossiers d'accommodement. Et comme c'est un tableau qui prend relativement du temps à monter, attendez pas d'avoir un dossier urgent que vous devez gérer là, à très court terme. Donc, moi, je vous conseille, commencez à monter votre tableau maintenant. N'hésitez pas à demander de l'aide d'un ergonome ou d'un médecin pour compléter la colonne des exigences physiques. Je le dis souvent à mes clients, on n'est pas des médecins, pas moi plus que vous. Fait que c'est très important d'aller chercher l'aide requise pour que ce soit un processus qui est très sérieux. Puis pourquoi je vous dis ça, c'est qu'à 170.1, on est venu dire que la CNESST peut exiger
rédiger des documents. Et parmi ces documents-là, oui, il y a la convention collective, le contrat de travail, l'inventaire détaillé des postes, des exigences, mais elle pourrait aussi vous demander, vous me dites, vous, employeur, que vous avez fait un processus d'accommodement, je veux la preuve. Montrez-moi les démarches que vous avez faites. Bien là, votre processus intellectuel, il va être sur papier. Puis, à partir du moment où vous faites l'exercice sérieusement, la CNESST ne pourra pas vous reprocher de ne pas avoir trouvé d'emploi si vous n'en avez pas trouvé. Ça va exiger que vous alliez au-delà de la seule accréditation syndicale dans laquelle le travailleur est en cas de poste syndiqué. Ça peut exiger que vous regardiez ce qui se passe dans d'autres établissements aussi de votre propre entreprise, mais à tout le moins, vous allez avoir quelque chose de très, très, très concret. Et ne pensez pas que la CNESST va se contenter uniquement de votre document. Elle peut très bien demander la visite du poste. Puis là, je dis du poste, mais ça peut être des postes parce que ça peut tout à fait être non seulement le poste visé, mais l'ensemble des postes dans l'entreprise, puisqu'elle va vouloir constater elle-même la possibilité ou non d'apporter des accommodements, des modifications, des adaptations au poste. Alors, elle pourra demander là, d'y aller. À 170.2, puis je trouve ça correct, on est venu la consacrer, l'obligation d'accommodement, sous forme d'obligation de collaborer. On l'a mis dans la loi, puis on est venu prévoir, j'y reviens dans quelques secondes, des mesures administratives en cas de non-respect. Puis c'est correct, comme je vous disais, parce que si dans le cas de la sécurité routière, c'était prévu qu'on doit faire un stop, mais qu'il n'y avait jamais aucune sanction, bien, je ne sais pas qui les ferait à 3 heures du matin quand il n'y a personne sur la route. Donc, c'est un peu la même affaire. On est venu dire, c'est très sérieux, on codifie l'obligation d'accommodement, puis on va y rattacher des sanctions. À 170.3, c'est les présomptions. Quand on dit l'employeur est réputé pouvoir réintégrer le travailleur à compter de la décision de capacité si le droit de retour au travail n'est pas expiré. Réputé, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a aucune façon qu'il peut faire une preuve contraire. Si le droit de retour au travail n'est pas expiré, l'employeur il doit réintégrer le travailleur à partir de la décision de capacité. Et on va dire qu'il est présumé pouvoir réintégrer le travailleur à compter de la décision de capacité si le droit de retour au travail est expiré. Et ça, présumé, ça veut dire qu'il est admis à faire une preuve contraire, l'employeur, et cette preuve contraire-là sera la preuve d'une contrainte excessive, puisque l'obligation d'accommoder, elle existe jusqu'à la contrainte excessive, justement. Je vous disais tout à l'heure, les fameuses sanctions. Bien, les sanctions, c'est un petit peu difficile à comprendre. Là. Le régime nous dit qu'il peut équivaloir aux prestations versées. Donc, est-ce que ce sera les prestations versées entre le début du processus d'accommodement et sa fin? Est-ce que ce sera les prestations versées aux travailleurs depuis le début du dossier jusqu'à la fin? On ne le sait pas. Et ce que vous devez savoir, c'est que malheureusement, la loi, bien qu'elle soit adoptée, n'a pas été officiellement publiée encore. À tout le moins, ce n'était pas le cas hier soir. Alors, on n'a pas le texte, on a dû faire un travail là, de regarder les amendements puis qu'est-ce qui a été fait. Donc, on n'a pas le texte concret. Peut-être que ce sera plus facile lorsqu'on l'aura, puis on sera en mesure à ce moment-là de vous donner plus de détails. Mais sachez qu'il y a une sanction d'accrocher au fait de ne pas réintégrer le travailleur lorsque la CNESST le demande ou encore de ne pas participer assez activement, de ne pas collaborer au processus d'accommodement. La loi est aussi venue modifier la définition d'emploi convenable. Je n'en ferai pas tout un topo là, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé. La seule affaire qui a changé à l'article 2 dans la définition, c'est qu'on est venu dire que l'emploi convenable, ça ne peut pas être un emploi. Là, je ne trouve pas d'autres mots que. C'est pas fin, là, mais débilitant un peu. Là, on ne peut pas dire à quelqu'un, tu vas occuper ce poste-là, puis ça, ce poste-là, il n'y a personne qui occupe ça dans le monde parce que normalement, il y a telle tâche avec un poste. Puis là, on les a tout enlevés pour en a laissé juste une, finalement. Fait que ce qu'on est venu dire, c'est que l'emploi convenable ne doit pas être dénaturé. On doit le comparer aux emplois similaires sur le marché du travail pour dire que c'est un emploi convenable, mais du reste, outre ajouter que ça ne doit pas porter atteinte à l'intégrité psychique, la définition là, est pas mal demeurée la même. Le droit de retour au travail, je vous en ai un petit peu parlé tantôt, c'est quelque chose qui est prévu aux articles 234 et suivants de la LATMP depuis belle lurette. C'est ce qui dit que dans une entreprise qui compte 20 travailleurs ou moins, le droit de retour au travail, c'est une période d'1 an. Donc, c'est un peu une sécurité d'emploi qui est offerte là, aux travailleurs qui est victime d'une lésion professionnelle. C'est un peu l'équivalent des fameuses clauses de perte d'ancienneté dans les conventions. C'est de dire pendant combien de temps je protège ton emploi pendant ton absence. Puis dans les entreprises qui avaient plus de 20 travailleurs, c'est 2 ans. Depuis l'affaire Caron, on se demandait vraiment
C'était quoi l'impact du droit de retour au travail, puis ça servait à quoi d'avoir une durée quand, à toute fin pratique, l'employeur ne pouvait plus se fier uniquement là-dessus. La réforme est venue nous le confirmer. Étrangement, on n'a pas enlevé l'article 240, on a gardé les délais qui y sont prévus, mais on est venu dans 2 articles qui citaient l'article 240 et la période pour exercer le droit. À 169, c'était l'article qui disait que la CNESST allait informer le travailleur et l'employeur du fait que le travailleur était redevenu capable, mais selon certaines limitations, si ça arrivait avant l'expiration du droit de retour au travail. On est venu complètement enlever avant l'expiration du droit de retour au travail. C'est donc dire que la CNESST va informer le travailleur et l'employeur à tout moment, puis elle ne tiendra pas compte du droit de retour au travail d'aucune façon. Alors, c'est une première façon de dire qu'on veut stabiliser la période de protection pour les travailleurs victimes d'une lésion professionnelle. À 235, c'est l'article qui venait dire que le travailleur continuait d'accumuler ancienneté, service continu et compagnie. Il devait continuer de participer au régime de retraite, au fonds de pension, tout ça, tant et aussi longtemps que le droit de retour au travail n'était pas expiré. Là, ce qu'on est venu dire dans la réforme, au final, c'est que maintenant, il va pouvoir continuer d'accumuler son service continu, son ancienneté, jusqu'à ce que la CNESST ait disposé de son droit d'être réintégré, qu'elle ait rendu une décision là, relative à la réintégration. Donc, la fameuse période de 240, honnêtement, je ne sais plus dans quelle période, outre peut-être le fait de dire le travailleur est consolidé sans limitation ni rien, bien à ce moment-là, il va pouvoir réintégrer le travail en fonction de son droit de retour, mais sinon, l'impact est limité. On est venu, bien évidemment, là, inclure 240 dans les conventions collectives de facto, donc même si ce n'est pas écrit dans la convention, sachez que le droit est protégé, mais on est venu prévoir à 240 un nouveau paragraphe qui vient dire que la convention collective peut être plus généreuse que l'article 240, mais ne peut certainement pas aller en dessous. Et ces modifications-là ne sont pas encore entrées en vigueur. C'est à une date à déterminer, là, probablement en raison de tout ce que ça implique là, pour la CNESST, pour l'imposition des sanctions et tout. Ariane, l'imputation, moi, je me souviens que quand j'ai lu le projet de loi, j'ai fait de l'urticaire au niveau de l'imputation. Est-ce que ça a changé tant que ça? Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'imputation avec la réforme? Finalement, là, il n'y a pas de modifications substantielles. Là. Je vais vous parler des quelques modifications, mais on s'en sort, somme toute bien, là, pour ceux, en tout cas, qui font des demandes là, de partage ou transfert de coûts. Au niveau de l'article 326, aucun changement. Principe général d'imputation, c'est l'employeur chez qui le travailleur travaille au moment de l'accident ou de la maladie là, qui est imputé du coût des prestations. Au niveau de l'article 327, antérieurement, cet article-là, ce qu'il prévoyait, c'est que le transfert de coûts là, était possible à l'ensemble des employeurs dans 2 situations. La première, pour les lésions reconnues sous l'article 31, soit les lésions dues aux soins ou à l'absence de soins, et dans les cas où les lésions là, ne rendent pas le travailleur inapte à exercer son emploi au-delà de la journée. Donc, on avait 2 motifs de transfert sous 27. L'article modifié prévoit l'ajout d'un nouveau motif, soit celui des lésions reconnues sous l'article 27 de la LATMP. C'est quoi ces lésions-là? C'est les lésions là, qui malgré qu'ils surviennent uniquement en raison de la négligence grossière et volontaire du travailleur, sont somme toute reconnues comme lésions professionnelles, soit parce que le travailleur a une atteinte grave à son intégrité physique, ou soit parce qu'il est décédé. Donc, dans ces cas-là, la loi prévoit maintenant là, que c'est 327, l'article que doivent soulever les employeurs. Le nouvel article 327, ce qu'il prévoit également, c'est qu'il vient confirmer la jurisprudence selon laquelle, pour avoir un transfert de coûts, soit en vertu de l'article 27 et 327 ou 27 et 31, il faut absolument que la décision d'admissibilité finale reconnaisse que la lésion du travailleur en est une sous 27 ou sous 31. Autrement dit, il faut que la décision du TAT, si vous vous rendez au TAT, au niveau de l'admissibilité, il faut que cette décision-là statue que, par exemple, si vous voulez invoquer 31 et 327, que c'est une lésion due aux soins. Sinon, vous ne pourrez pas dire, si vous n'avez pas contesté, vous n'avez pas une telle qualification dans la décision finale, vous ne pouvez pas dire « Ah, c'est une lésion due aux soins ». Non, il faut vraiment que la décision au niveau de l'admissibilité prévoit ça, conclut que c'est une lésion sous 31 ou sous 27, et si c'est le cas, là, vous allez pouvoir obtenir un transfert de coût. Donc, ça vient confirmer la jurisprudence. Encore là, pas de changement majeur. Une autre modification qui est apportée aux dispositions d'imputation, c'est les cas d'atteinte auditive causée par le bruit, qui sont des maladies professionnelles.
Ces cas-là sont exclus de l'article 327. C'est l'article 328 qui va s'appliquer maintenant. Et ce qui prévoit l'article 328 pour ce type de lésion, c'est que l'employeur va pouvoir avoir un transfert de coûts, mais que les coûts des prestations vont être imputés à un ou plusieurs groupes d'unités en fonction du travail qui a le plus contribué à la surdité professionnelle, par exemple. Et si la CNESST n'est pas capable de faire une telle imputation, bien là, ça va être transféré aux employeurs là, de toutes les unités. Enfin, en terminant, là, un petit mot sur 329. Je pense que c'est là qu'on a eu la plus grande frousse. Au départ, le projet de loi prévoyait des modifications là, qui venaient augmenter les critères, rehausser les critères pour le handicap préexistant. Mais sachez là, que ces modifications-là ont été retirées. Donc, on va être encore pogné avec les critères là, stricts de la jurisprudence, mais à tout le moins, on n'en a pas des plus exigeants. Maintenant, Marie-Claude, là, au niveau du processus de révision de contestation, est-ce qu'on a des améliorations, modifications? Oui, absolument. Je dirais amélioration. Premièrement, à 359, vous savez, là, on parle de révision et de contestation. La différence, la révision, c'est lorsqu'on n'est pas satisfait de la décision de la CNESST puis qu'on veut la faire changer, on en demande la révision. Lorsqu'on n'est pas satisfait de la décision de la révision administrative puis qu'on veut la faire changer, on la conteste. Donc, dans le processus de révision, et contestation, la décision de la révision administrative peut être contestée au tribunal administratif du travail dans les 60 jours maintenant et non seulement dans les 30 jours, dans les 45 jours, pardon, comme c'était le cas avant. Il y a aussi la possibilité, ce qu'on est venu dire, c'est que la DRA, la Direction de la révision administrative, a maintenant un délai de 90 jours pour rendre sa décision. Elle n'en avait aucun avant. Le tribunal administratif du travail en a un de 90 jours. La révision administrative n'en avait aucun, ce qui fait en sorte que parfois, on avait des dossiers qui traînaient pendant 4-5 mois à la révision administrative, puis on n'avait toujours pas de nouvelles. Puis, c'était un peu vain de penser qu'on avait un certain moyen de pression sur eux. Là. Fait que, des fois, on appelait pour demander une décision, mais ça prenait le temps que ça prenait. Maintenant, on est quand même venu prévoir un peu la possibilité que la DRA ne respecte pas le délai en disant, si dans les 90 jours, elle n'a pas rendu sa décision, vous pouvez contester la décision directement au tribunal administratif du travail. Là, ce qui est un peu malheureux dû au fait qu'on n'a pas la loi encore entre les mains, c'est qu'on ne sait pas comment le tribunal va traiter cette contestation-là, qui, à toute fin pratique, est active devant la DRA, mais est active devant le TAT aussi. Les termes de l'amendement laissent croire que le tribunal, au lieu de se saisir de l'affaire, va plutôt faire pression sur la révision administrative pour qu'elle rende la décision, ce qui est dommage, parce que moi, j'aurais aimé que le tribunal se saisisse du dossier et que ça annule la décision de que ça annule la demande de révision. Mais on verra, on en saura plus encore une fois lorsqu'on aura la loi entre les mains puis qu'on pourra vraiment voir comment s'articule le processus. Là, honnêtement, à lire les amendements, je ne m'y suis pas retrouvée. Là. Mais chose certaine, c'est que l'ADRA a maintenant un délai de 90 jours et ce délai commence à courir à partir de la demande de révision ou à compter de l'expiration du délai qui est demandé par une partie ou l'autre pour faire ces observations. Donc, selon le plus tard des délais. Donc, effectivement, c'est quand même une amélioration, mais j'ai hâte de voir comment ça va être traité dans le concret, puis je ne peux pas vous répondre parce que je n'ai pas la loi entre les mains, donc je ne sais pas, là, ce serait souhaitable, comme je dis, que le tribunal dise « OK, parfait, je prends le dossier, puis la révision administrative, ça s'annule, il n'y a plus rien là ». Maintenant, au niveau de l'article 360, puis ça, c'est extraordinaire comme élément. Je suis convaincue qu'Ariane, tu vas être d'accord avec moi. C'est la possibilité de contester au tribunal diverses décisions de la CNESST sans du tout passer par la révision administrative. C'est un choix, par contre. Ce n'est pas une obligation. Le travailleur et l'employeur vont conserver le choix de demander la révision de la décision ou encore de la contester, mais pour les décisions bien précises qui apparaissent à l'écran. Décision faisant suite à un avis du BEM. Puis c'est très logique là, parce que la DRA est liée par le BEM comme l'est la CNESST. La seule chose qu'elle pouvait dire, c'était on confirme la décision de la CNESST parce qu'on est lié au BEM. Fait que ça nous faisait perdre des fois 5-6 mois dans un dossier pour avoir une décision dont on connaissait déjà le résultat, mais on avait une étape obligatoire à passer. Là, maintenant, on va pouvoir passer directement au tribunal administratif du travail avec les décisions qui font suite au BEM et parce que le TAT, lui, il a la compétence pour la modifier, la décision. Alors, c'est une économie de temps incroyable. Évidemment, stratégiquement, ça peut arriver dans des dossiers qu'on dit j'ai besoin de gagner du temps, fait que je vais quand même aller à la révision administrative, mais maintenant, il y aura la possibilité d'aller directement au tribunal et c'est la même chose pour les décisions qui font suite à un avis d'un comité spécial comme le comité pulmonaire et oncologique dont Ariane nous a parlé en début de présentation pour exactement la même raison. La DRA était liée
à l'avis du comité, et aussi les décisions en matière de financement. Et là, on a hâte de voir, Ariane et moi, on en parlait hier, on a hâte de voir comment ça va s'interpréter dans le concret parce que techniquement, financement, c'est la classification, la tarification et ce n'est pas l'imputation. Ce sont deux choses qui sont complètement distinctes. Mais ce serait souhaitable qu'au niveau de l'interprétation, on dise, bien, financement, ça couvre tout ce qui touche l'imputation aussi. Ce serait souhaitable parce que c'est des décisions qu'on attend très, très, très longtemps. Fait que si on pouvait passer directement au tribunal, ce serait super bien, mais Ariane et moi, on se disait hier qu'on avait très peu d'espoir. Si vous décidez d'aller en révision administrative pour ces 3 décisions-là, vous avez 30 jours. Si vous décidez d'aller au TAP directement, vous avez 60 jours pour faire votre contestation. Et sachez également, ça c'est super aussi, que vous pourrez maintenant, en tant qu'employeur, mandater votre procureur pour qu'il reçoive directement toutes vos décisions de la CNESST sans qu'il n'ait à comparaître. Puis ça, j'ai plusieurs clients des fois qui me disent, moi, là, je me perds dans mes papiers, je n'ai pas personne à l'interne parce que j'ai trop une petite entreprise pour ça, ça ne vaut pas la peine de payer quelqu'un spécifiquement pour la gestion des dossiers. Soit il n'y a pas la compétence à l'interne, soit il n'y a pas les ressources. Bien, vous pourrez maintenant mandater votre procureur pour dire, moi, là, c'est mon mandataire, c'est mon représentant, mon procureur. Fait que ça veut dire que sans comparaître, votre procureur va recevoir l'ensemble des décisions, pourra les contester, ouvrir les dossiers, vous les envoyer, vous demander ce que vous voulez faire avec ça, mais à tout le moins, il n'y a plus rien qui va tomber entre les cracks jamais si c'est ce que vous décidez de faire. C'est la même chose également là, pour votre mutuelle de prévention, si vous en avez une, là, que vous pourrez mandater votre mutuelle. Alors, Ariane, ça clôt pas mal le bout LATMP, mais la réforme est venue jouer intensément dans la loi sur la santé, sécurité du travail et les règlements. Puis, comment on aborde ça, là, les premières modifications? D'abord, je vais parler brièvement parce que je vois que le temps file là, de l'ajout de l'intégrité psychique qui a été fait dans la LSST, à l'instar de ce qui a été fait là, dans la LATMP. Je vous mentionne simplement là, que cette notion-là a été ajoutée là, dans les dispositions, en fait, dans les obligations générales de l'employeur à l'article 51. Donc, les employeurs devront également prendre en considération protéger l'intégrité psychique des travailleurs et également là, dans les objectifs d'un programme de prévention, il y a maintenant l'obligation de prévoir des éléments pour protéger l'intégrité psychique. Ces modifications-là sont déjà entrées en vigueur au mois d'octobre dernier, le 6 octobre plus précisément. En fait, maintenant, je vais revenir sur l'article 51. Une nouvelle obligation a été ajoutée plus spécifique à l'employeur au niveau de la violence physique et psychologique. En vertu du nouvel article 16, l'employeur, et je cite l'article, doit prendre les mesures pour assurer la protection du travailleur exposé sur les lieux de travail à une situation de violence physique ou psychologique, incluant la violence conjugale, familiale ou à caractère sexuel. Et le paragraphe 16 est venu préciser par la suite que l'employeur devra agir s'il sait ou devrait raisonnablement savoir que le travailleur est exposé à une situation de violence conjugale, familiale ou à caractère sexuel. Donc, l'employeur ne pourra pas jouer à l'autruche en se disant, tu sais, ça relève de la sphère privée. S'il y a quelque chose qui se passe sur les lieux de travail, il devra intervenir. Les modalités d'intervention, on verra. On peut penser aux mêmes modalités là, que si c'était 2 travailleurs qui se connaissent pas. Donc, peut-être changer d'équipe, le travailleur qui est victime de la violence pour pas qu'il travaille avec son conjoint. Là, mais on peut penser à ça, mais dans le concret, il va falloir voir là, comment la CNESST envisage là, les différentes mesures que devra prendre l'employeur en vertu de ce nouvel article. Également, on l'a mentionné, tu l'as mentionné tantôt, Marie-Claude, le législateur voulait modifier là, les mécanismes de prévention en matière de LSST, là, mais dans les faits, qu'est-ce qui s'est passé? Là, quelles modifications là, ont été adoptées? Là? Effectivement, on commence par le programme de prévention qui était obligatoire là, à venir jusqu'à présent dans certains secteurs d'activité seulement. Et là, ce qu'on est venu dire, et là, je vais faire une mise en garde tout de suite, les dispositions dont on va vous parler, Ariane et moi, là, pour le programme de prévention, pour le comité santé-sécurité, pour le représentant en prévention, ce n'est pas des dispositions qui sont en vigueur en ce moment. La date n'est pas connue. On dit que c'est dans un maximum de 4 ans que ça va être appliqué. Mais Ariane va vous indiquer là, sommairement c'est quoi le régime intérimaire là, entre-temps. Mais nous, ce qu'on veut, on veut vous parler en premier de ce qu'on vise puis de ce qui va être en vigueur éventuellement, puis qui va être stable. Puis après ça, on va vous dire, là, entre-temps, on n'est pas dans un no man's land puis dans un vide juridique. Là, il y a quelque chose qui va s'appliquer, évidemment. Alors, le programme de prévention, ce qu'on est venu indiquer, c'est qu'une obligation maintenant pour les établissements groupant au moins 20 travailleurs au cours de l'année. Donc, il suffit qu'à un moment de l'année,
vous ayez 20 travailleurs à votre emploi, sans égard à votre secteur d'activité, pour que vous deviez avoir un programme de prévention. La règle de calcul, c'est toujours la même. Là, on ne la reprendra pas à chaque fois, il est écrit, mais quand on parle d'un nombre de travailleurs, ça inclut les travailleurs loués ou prêtés à l'entreprise. Et si, mettons, vous avez 20 travailleurs à un moment, et que vous baissez en dessous de 20, bien, vous devrez conserver votre programme de prévention jusqu'au 31 décembre de l'année suivante. Puis ça se comprend, c'est pour éviter qu'on détourne l'application de la loi en jouant avec notre nombre de travailleurs tout au cours de l'année. Pour les entreprises de 20 travailleurs, de moins de 20 travailleurs, éventuellement, ce qu'on vise, c'est une adoption d'un programme de prévention obligatoire aussi, ce qui est une très bonne chose, là, parce que quand même, si vous savez c'est quoi la diligence raisonnable, la défense de diligence raisonnable, est-ce qu'on a un programme de prévention? C'est un des éléments qui est étudié là, assez rapidement dans le processus, puis ça permet d'évaluer les risques et tout. Mais à ce moment-ci, ce que la CNESST nous dit, c'est qu'on va demander un plan d'action aux entreprises qui ont moins de 20 travailleurs et non un programme de prévention pour le moment. Ceci étant dit, la CNESST peut toujours exiger la mise en place d'un programme de prévention aux conditions qu'elle détermine si elle estime qu'il y a des risques, là, par exemple, dans une entreprise déterminée. Autre nouveauté, 58.1, lorsqu'un employeur opère plusieurs établissements dont les activités sont similaires, il va pouvoir avoir un seul programme de prévention pour l'ensemble de ces établissements. Ce programme de prévention-là va devoir être en vigueur pour un minimum de 3 ans et tenir compte de l'ensemble des particularités de chacun des établissements. Et si jamais il cesse de mettre en opération son programme de prévention commun, bien, il va devoir là, se ramener aux règles qu'on a établies tout à l'heure selon que ces établissements ont plus ou moins de 20 travailleurs à l'intérieur. Donc, quand même un changement assez important. Article 59, c'est le contenu du programme de prévention. Ça reste pas mal la même affaire. Je ne le repasse pas avec vous. Article 60, ce qu'on est venu dire, c'est que l'employeur va devoir revoir ses priorités aux 3 ans. Ça, ses priorités, c'est un peu ses zones de tolérance zéro. Là. Sont où ses risques, sont où ses accidents, puis où il cible son action. Et ça doit être revu aux 3 ans, ce qui est extraordinaire puis excellent. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, 3 ans, c'est une bonne période pour dire j'identifie mes risques, j'établis des méthodes pour les contrer. Je fais l'éducation, puis je les applique, puis après ça, je vois les conséquences. Les gens ont changé leur culture organisationnelle et on passe à une zone d'intervention une autre. Donc, il faut les revoir aux 3 ans. Il faut les communiquer à la CNESST sur le formulaire prescrit, hein, maintenant aussi, pas juste en assignation temporaire, on a un formulaire. Et la CNESST là, pourra demander des modifications à tout moment là, dans ce qu'on lui envoie. On doit faire le suivi aussi de ce qu'on met en place auprès de la CNESST. Donc, on exige là, une communication qui est beaucoup plus régulière avec la CNESST. Pas pour rien aussi qu'on met l'entrée en vigueur à déterminer. C'est que probablement qu'il va falloir créer des canaux de communication particuliers pour qu'on tienne la CNESST au courant. Et évidemment, 61.1, 61.2, c'est ce que je vous disais. Lorsqu'on n'a aucune exigence relative à l'adoption d'un programme de prévention, entreprise de moins de 20 travailleurs, par exemple, bien, on va exiger l'adoption d'un plan d'action qui est moins formel quand même qu'un programme de prévention. On va exiger l'identification des risques, mais pas leur analyse. On ne demandera pas de parler des examens médicaux pré-embauche ou en emploi. On ne demandera pas non plus de mesures de suivi. On ne demandera pas de prévoir la formation à l'intérieur de ça. Mais quand même, là, on va exiger qu'il y ait un certain formalisme au niveau de la prévention. Ariane, il est aussi survenu des modifications au niveau du comité de santé et sécurité. Effectivement, là, le comité n'a pas été changé. Là, le but du comité va rester le même. Là, à l'instar du programme de prévention, la volonté du législateur, c'était vraiment d'élargir l'application. À partir de la date d'entrée en vigueur de l'article 68, date qui sera déterminée là, par le gouvernement éventuellement, un comité de santé et sécurité devra être formé dans tout établissement groupant au moins 20 travailleurs au cours de l'année. Les règles de calcul, je vous les réitère pas, là, sont dans le PowerPoint, c'est les mêmes que ce que Marie-Claude a mentionné tout à l'heure. L'article 68 prévoit, par exemple, une exception là, à l'obligation de former un comité pour les établissements qui, certes, regroupent 20 travailleurs ou plus, mais pendant moins de 21 jours. Donc, pour ces situations-là, pour ces établissements-là, il n'y aura pas d'obligation d'avoir un comité de santé et sécurité au travail. Aussi, la CNESST va pouvoir, sans égard au nombre de travailleurs, exiger qu'un comité soit créé lorsqu'elle le juge opportun là, pour protéger là, la santé des travailleurs. Aussi, lorsqu'un seul programme de prévention est établi là, pour plusieurs établissements, comme Marie-Claude le mentionnait tantôt, bien, il devra y avoir minimalement un comité qui vise l'ensemble de ces établissements-là. Les employeurs et les travailleurs d'un établissement pourront en prévoir un supplémentaire, mais pour l'ensemble des établissements, il devra y avoir un comité de santé et sécurité générale.
Également, l'article 69 de la LSST prévoit que pour les établissements qui n'ont pas l'obligation d'avoir un comité, ben, ils peuvent le faire, ce qui est quand même logique, là. Puis dans ce cas-là, l'article 59 prévoit que les règles qui sont établies par la loi ne s'appliquent pas à ce comité ad hoc, ce qui est encore là, tout à fait logique. En ce qui a trait là, à la composition et au fonctionnement du comité, les nouvelles règles sont essentiellement les mêmes là, que par le passé. C'est juste qu'avant, la loi référait au règlement et le règlement référait au consensus entre les parties, mais maintenant, c'est la loi qui réfère au consensus entre les parties. Fait qu'il y aura pas, pour ceux qui ont des comités déjà là, dans vos établissements, là, vous ne verrez pas de changement majeur. Je vous énonce rapidement là, ces nouvelles règles. Le nombre de représentants des travailleurs est déterminé par entente, à défaut par règlement. L'employeur désigne au moins un représentant et il peut en désigner jusqu'à concurrence du nombre de représentants de travailleurs. Les règles de fonctionnement, encore une fois, sont déterminées par le comité ou, à défaut, par règlement. La loi prévoit qu'avant qu'il y ait une entente sur la fréquence minimale là, des réunions du comité, c'est minimalement aux 3 mois, à moins que le règlement prévoie une fréquence plus élevée là, dans certaines circonstances particulières. Ensuite, 74.1 prévoit que les réunions se tiennent sur les heures normales de travail, là, à moins d'entente entre les parties, encore une fois. Également, l'article 78.1 prévoit une obligation pour tous les membres du comité de suivre une formation obligatoire. La durée, le contenu et le délai là, pour suivre cette formation, tout ça, ça va être prévu éventuellement par règlement. Mais ce que la loi prévoit, c'est qu'il y aura certes cette formation et que les travailleurs et les travailleurs qui vont y assister, là, ça va être sans perte de salaire. Au niveau des fonctions du comité, article 78, encore une fois, pas de modification là, substantielle à cet égard-là. On est venu ajouter des fonctions pour marquer le coup, pour que le comité ait encore plus d'impact au sein du milieu de travail. Je vous mentionne là, les principaux ajouts. Notamment, là, le comité va pouvoir collaborer à la mise à jour et au suivi du programme de prévention, faire des recommandations à l'employeur à cet égard. Il va aussi pouvoir faire des recommandations à l'employeur quant à l'opportunité de demander la collaboration d'un intervenant en santé pour certains passages, là, certaines portions du programme de prévention. On peut penser à un ergonome, là, notamment. Le comité va pouvoir confier des mandats spécifiques à certains membres, dont le représentant là, en santé et sécurité, et va pouvoir revoir et prendre en considération les recommandations de ce représentant. Pour le reste, les fonctions du comité là, qui existait avant restent sensiblement les mêmes. Je vous l'ai mentionné d'emblée, le but, ce n'est pas de changer l'essence du comité, c'est vraiment d'élargir l'application de ces comités-là dans plusieurs établissements. Comme l'a mentionné Marie-Claude d'emblée, ce n'est pas encore en vigueur, ces dispositions-là, mais c'est à prévoir qu'éventuellement le gouvernement va va établir une date d'entrée en vigueur. Maintenant, Marie-Claude, au niveau du représentant en prévention, j'imagine qu'il y a aussi, à ce niveau-là aussi, il y a des modifications. La première étant que ce n'est plus, Ariane, un représentant à la prévention. J'aimais beaucoup, moi, dire comment va votre RP, comment ça se passe avec votre RP. Maintenant, ça sera un RSS, représentant santé-sécurité. Ça change pas. Oui, c'est ça. On va peut-être s'habituer, là, mais là, moi, j'aimais bien le RP et là, on est rendu avec des RSS. Donc, là, je vais encore dire RP, hein, parce que ça m'a déjà pris 3 ans à m'adapter à CNESST, fait que ne m'en voulez pas tout le monde. Donc, les représentants santé-sécurité, ils sont, dans le fond, ils vont être, lorsqu'un comité de santé et sécurité, là, tu viens de le dire, là, tu viens de l'expliquer, bien, lorsqu'il y en a un dans un établissement, il doit absolument avoir un RSS sur place. Il est membre d'office de ce comité-là, puis c'est assez évident, puis c'est une assez bonne chose aussi. On vient dire aussi que les comités de santé et sécurité qui sont là pour plusieurs établissements, là, pour nos fameux programmes de prévention qui sont communs à plusieurs établissements, bien, il y aura quand même là, normalement un RP, RSS par établissement. Puis ça se comprend parce que quand il y a une grande distance entre 2 établissements, bien, on va vouloir que quand même on ait un représentant dans chaque établissement qui va pouvoir veiller au respect là, du programme et compagnie. Alors, à 87.1, on est venu prévoir que ce serait un représentant par établissement. Pour les établissements groupant moins de 20 travailleurs, on a au moins un représentant à la prévention RSS, à moins que l'établissement soit couvert par un autre régime qu'on est venu dire à 58.1 pour le programme commun ou encore
ou encore désigné par la CNESST. La CNESST pourrait dire j'en veux 2, j'en veux. Donc ça reste la même chose là, quand même. On peut exiger là, de la part de la CNESST, elle peut exiger la présence de plusieurs représentants si, par exemple, la taille de l'entreprise ou encore les risques, le nombre d'accidents, les problématiques au sein de l'entreprise, c'est récurrent. Sachez que la CNESST peut exiger la présence de plus qu'un représentant à la prévention. On vient dire que le nombre de représentants dans l'entreprise puis les modalités qui vont régir leur nomination, ça va être après entente entre les parties. Ou à défaut, ça va être un représentant par établissement avec un programme de prévention commun, puis il sera choisi là, par les membres du CSS, du Comité santé-sécurité. Donc, puis encore une fois, la CNESST peut exiger. C'est ça, ça ne change pas vraiment. Là, on avait déjà ces modalités-là de prévues en disant, entendez-vous, sinon règlement, sinon voici les modalités qui vont s'imposer. Maintenant, également, on va prévoir que le représentant doit être formé sans perte de salaire. Le délai pour être formé, puis le contenu du programme, ça s'en vient, ça va être prévu par règlement. Mais par exemple, on dit que les frais d'inscription, de déplacement, puis les frais de séjour, ça va être remboursé par la CNESST, probablement des tarifs qu'ils vont établir eux-mêmes, puis des barèmes qu'ils vont prévoir par règlement. Je ne pense pas que ce soit tous les frais, mais à tout le moins, il y en a une partie là, qui va être remboursée. Au niveau des fonctions du représentant à la prévention RSS, ça n'a pas changé. La seule chose qu'on est venu préciser, c'est que les libérations sont autant que nécessaire pour ce qui est de recevoir les copies des avis d'accident puis enquêter sur leur cause, pour assister l'enquêteur, l'inspecteur de la CNESST lors de ses visites, pour intervenir dans le cas d'un droit de refus. Le temps qu'il peut octroyer à ces fonctions-là n'est pas limité. Pour les autres fonctions, c'est après entente entre les parties ou encore via règlement. Et on va dire que le représentant de la prévention est nommé, qui est nommé en vertu des articles 88 ou 88.1, donc soit par la CNESST, soit pour les entreprises de moins de 20 travailleurs, ça va être après ça va être entente entre le représentant de l'employeur pour le temps consacré là, à l'exercice des fonctions. Donc, ce n'est pas de grands changements. Mais Ariane, déjà d'entrée de jeu, là, on a précisé qu'il y avait un régime intérimaire qui allait s'appliquer. Il y a des dispositions qui ne sont pas, c'est pas des grosses modifications, mais quand même pour le programme de prévention, c'est quelque chose qui est assez en profondeur. Donc, quel est le régime là, auquel les clients, les employeurs doivent s'attendre à aller jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi? Effectivement, c'est le régime intérimaire là, et ce régime-là, il va entrer en vigueur le 6 avril 2022. D'abord, là, je mentionne que certaines règles s'appliquent spécifiquement là, aux établissements là, qui sont visés par certains groupes prioritaires. Je vous dis les grandes lignes. En ce qui a trait aux mécanismes de prévention, dont le programme de prévention, pour les établissements des groupes prioritaires 1, 2 et 3, soit les établissements là, qui avaient déjà l'obligation d'avoir certains mécanismes de prévention. Le régime intérimaire prévoit que vous êtes régi par les mêmes obligations que vous aviez avant l'adoption de la loi. Donc, vous, là, jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, vous n'avez pas à faire des modifications là, en prévision du 6 avril 2022. C'est le statu quo. Vous gardez les mêmes mécanismes de prévention. En ce qui a trait aux mécanismes de participation, dont le Comité de santé et sécurité au travail, pour les établissements des groupes prioritaires 1 et 2, qui regroupaient plus de 20 travailleurs, soit les établissements qui avaient déjà l'obligation d'avoir des mécanismes de participation. Encore une fois, même chose. Le statu quo est maintenu. Vous avez les mêmes obligations jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Vous n'avez donc rien à faire là, en prévision là, du 6 avril là, 2022. Au niveau maintenant là, des établissements des groupes prioritaires 1 et 2, mais qui ont moins de 20 travailleurs, et des établissements des groupes prioritaires 3, sont soit ceux qui n'avaient pas d'obligation au niveau des mécanismes de participation. Sachez que vous devez adopter les mêmes mécanismes que ceux prévus là, par le régime intérimaire. Et le régime intérimaire, il prévoit quoi? Il prévoit différentes obligations, encore une fois, en fonction du nombre de travailleurs. Au niveau des établissements groupant là, 20 travailleurs ou plus, vous devrez consigner par écrit l'identification et l'analyse des risques pouvant toucher la santé des travailleurs, dont les risques chimiques, biologiques, physiques, ergonomiques et psychosociaux, ainsi que ceux pouvant toucher leur sécurité. Donc, c'est comme un premier pas vers un programme de prévention, vous le comprendrez. Ensuite, vous devrez mettre en place un comité de santé et sécurité au travail et vous devrez désigner au moins un représentant en santé et sécurité. Établissement de 20 travailleurs ou plus, c'est ça. Au niveau des établissements de 20 travailleurs ou moins, vous devrez également consigner l'identification des risques pouvant toucher la santé et la sécurité des travailleurs. Ça, c'est la même chose. Et désigner un agent de liaison. En gros, là, un agent de liaison, sa fonction, c'est un agent, quelqu'un qui assure le lien
entre l'employeur et les travailleurs au niveau des dispositions là, en matière de santé et sécurité au travail et qui peut faire des recommandations à l'employeur en cette matière. Encore une fois, ces obligations-là, elles seront en vigueur à compter du 6 avril 2022. Donc, pour ceux là, qui ont des mécanismes à adopter, établir un comité de santé, vous avez encore quelques mois là, pour vous y conformer. En terminant, je mentionnerai juste quelques éléments sur un programme incitatif que peut prévoir la CNESST. Ça, c'est entré en vigueur, c'est les nouveaux articles 167.1 et 167.2. Ces articles sont déjà entrés en vigueur et en résumé, ce qu'il prévoit, 167.1, il prévoit la possibilité là, pour la CNESST de prévoir un programme de certification, encore une fois, pour encourager les employeurs à se soucier, à prendre en charge la santé et la sécurité au travail. Les modalités de ce programme-là devront être prévues par règlement. Donc, je vous souligne que la CNESST a le pouvoir, mais on n'a pas plus de détails là, quant aux modalités de ce programme. Même chose au niveau de l'article 167.2. Il est prévu que la CNESST a maintenant le pouvoir de prévoir un incitatif financier afin de permettre, afin d'encourager en fait les employeurs à mettre en place des mesures dans le but de protéger la santé et assurer l'intégrité physique et psychique des travailleurs. Pour cet incitatif financier, encore une fois, on n'a pas de détails. Il faudra voir là, si la CNESST adoptera là, quelque chose sous peu là, via un règlement. Maintenant, Marie-Claude, je pense que tu vas traiter d'un aspect qui est devenu extrêmement important dans nos vies au cours des derniers mois, le télétravail. Et ceux qui me connaissent savent à quel point je capote sur le télétravail dans le bon sens du terme. J'adore ça. Autre élément, c'est que lorsqu'on a donné le colloque Travail et emploi l'an dernier, je me suis fait traiter un peu de calinours qui vivait sur une planète de licorne quand j'ai dit que je trouvais ça bien, moi, qu'on retarde en raison de la pandémie l'adoption de la réforme parce que je disais, là, on vit dans le télétravail, puis peut-être que ça va permettre aux ministres puis aux législateurs d'intégrer le télétravail dans la loi. Et on m'avait dit, ben voyons donc, il fait beau sur ta planète. Ben oui, il fait beau sur ma planète. Parce que, bienvenue sur ma planète, parce que le télétravail fait partie maintenant de la loi, effectivement. Et au fond, c'est très simple, là, puis on l'avait déjà annoncé là, dans le colloque. Et si vous avez assisté au webinaire, là, au rendez-vous juridique de la Chambre de commerce qu'on a donné, Kane Lamar, il y a quelques mois de cela, si vous n'y avez pas assisté, vous savez maintenant que vous ne devez rien manquer jamais des rendez-vous de la Chambre de commerce. Alors, on avait indiqué un peu là, quels étaient les paramètres en matière de télétravail et c'est exactement ça qui est codifié dans le régime. Au final, ce qu'on dit, c'est quand quelqu'un est en télétravail, son domicile, c'est rendu le lieu de travail. L'employeur a les mêmes obligations envers cette personne-là qu'il a envers ses travailleurs qui sont dans l'établissement de travail. Donc, c'est sûr qu'au niveau de comment ça va s'appliquer dans le concret, ça va être plus compliqué. Hein. On disait comment l'employeur peut s'assurer que le travailleur est bien assis, qu'il y a un bon mobilier, puis on vous avait indiqué là, dans le webinaire, la meilleure chose à faire, c'est d'avoir une politique, puis de prévoir plusieurs éléments. D'ailleurs, si vous n'en avez pas encore, puis vous avez des gens en télétravail, puis vous comptez que ça demeure comme ça, ne tardez pas à avoir une politique pour le prévoir. Mais sachez qu'en tant qu'employeur, vous avez exactement les mêmes obligations que celles prévues à 51 pour ceux qui sont à domicile. Maintenant, pour la possibilité pour l'inspecteur de visiter les lieux où s'effectue le télétravail, donc l'inspecteur de la CNESST pour venir faire respecter la loi et les obligations d'un peu tout le monde, qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il peut rentrer chez quelqu'un? Mais ce qu'on est venu dire, c'est que la règle, au final, c'est non, tu ne rentres pas. Les exceptions, bien, si tu as le consentement du travailleur, oui, tu peux rentrer. Puis si tu n'as pas le consentement du travailleur, tu dois te rendre à la Cour du Québec pour obtenir une ordonnance que le juge de la Cour du Québec va rendre s'il a des motifs raisonnables de croire que le travailleur est en danger, santé, sécurité, intégrité, physique ou psychique, ou encore si une personne qui se trouve sur les lieux du travail ou à proximité pourrait vivre ce même genre de danger-là. Auquel cas, à ce moment-là, il y a une ordonnance qui pourra être rendue et qui pourra permettre l'accès au lieu de travail. Alors, Ariane, avant d'enchaîner avec le mot de la fin, je pense qu'on a eu là, quelques petites questions. La première, bon, avons-nous des restrictions sur la désignation du représentant santé-sécurité, comme par exemple, ne doit pas être un représentant de l'employeur, mais des travailleurs?
C'est une excellente question. Normalement, le représentant santé-sécurité se doit d'être choisi parmi les membres du comité santé-sécurité ou parmi les représentants, c'est les travailleurs qui le choisissent. Donc, je ne vois pas, l'employeur peut en nommer un aussi s'il le souhaite, mais normalement, c'est vraiment un représentant des travailleurs qui va être représentant santé-sécurité. Ariane, je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter à ce niveau-là. Non, je suis tout à fait d'accord avec tes commentaires, avec ta réponse, Marie-Claude. Parfait. Maintenant, est-ce qu'on aura accès à l'enregistrement? Oui, pour mon fameux tableau. Oui, le webinaire est enregistré. Je vais laisser M. Boutin là, ou Jean-Pierre à la toute fin de la présentation vous indiquer là, de quelle façon, mais je sais que le webinaire précédent avait été pendant un certain temps disponible sur la chaîne YouTube de la Chambre de commerce et d'industrie. Donc, probablement qu'il y aura une possibilité également à ce niveau-là cette fois-ci. Mais simplement pour vous rappeler, là, une colonne avec les titres des postes, une colonne avec l'ensemble du descriptif de toutes les fonctions de ce poste-là, de ces tâches-là, une colonne sur les exigences physiques du poste, une colonne sur les exigences au niveau de la certification, au niveau de la formation, au niveau de la diplomation, au niveau de l'expérience, une colonne sur les articles de la convention ou du contrat qui peuvent être pertinents, une colonne, oui ou non, il peut l'exercer, et une colonne justification, commentaire. Donc, j'espère que… Mais oui, techniquement, l'enregistrement devrait être disponible. Ariane, on a une autre question. Si un employé est relocalisé à un emploi convenable, dont le taux horaire est moins élevé, attendez un peu… dois-je maintenir le salaire d'origine malgré qu'il me soit difficile de payer ce taux horaire dans ce poste? De la façon que ça fonctionne d'ordinaire au niveau de l'emploi convenable, c'est qu'il y a un salaire qui est déterminé, puis il peut y avoir le salaire de ce poste-là, mais la CNESST va payer une indemnité de remplacement du revenu réduite pendant ad vitam aeternam ou presque. Là. Donc, si l'employeur ne paie pas, évidemment, des fois, il y a une convention collective, il faut faire attention, puis la convention collective peut prévoir dans un annexe ou encore une lettre d'entente ou en même le texte que l'employeur doit continuer de payer le même taux lorsqu'il accommode. Mais si ce n'est pas prévu, le salarié, le travailleur pourra recevoir le taux du nouveau poste, puis la CNESST va établir une indemnité de remplacement du revenu réduite. Ariane, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Encore, tes réponses, Marie-Claude, sont tellement complètes là, c'est que je n'ai rien à ajouter à l'égard de cet aspect-là. Mais effectivement, s'il y a un emploi convenable à moindre salaire, bien, on va avoir de l'indemnité de remplacement du revenu là, qui va être payée. Là. Oui, on va payer le montant réduit aux travailleurs, mais à notre dossier, il va y avoir de l'indemnité de remplacement du revenu qui va être imputée. Là, donc, il faut prendre ça en considération. Et également, bon, pour l'assignation temporaire, n'est-il pas tout simplement d'avoir les… n'est-il pas tout simplement, probablement qu'il manque un mot, d'avoir les Physical Domain Analysis pour pouvoir assigner une tâche à un travailleur en fonction des limitations fonctionnelles? En fait, pour pouvoir faire l'assignation temporaire, la première exigence, c'est que ce soit autorisé par le médecin. Là, avec la réforme, on va dire en plus, il faut que le médecin précise les limitations fonctionnelles. Puis, effectivement, après ça, si on a les limitations fonctionnelles et que c'est accepté par le médecin traitant sur le formulaire prescrit par la CNESST, là, quand ça entrera en vigueur, mais pour le moment, tout le moins, il faut avoir l'autorisation du médecin, bien, il faut effectivement s'assurer que les limitations fonctionnelles ou que les tâches ou que les limites de poids sont respectés. À ce niveau-là, on n'a pas forcément besoin d'un ergonome ou d'un physiothérapeute ou d'un médecin pour nous dire que l'assignation est respectée, à moins, et ça je l'ai vu dans quelques dossiers, que le travailleur dise à son médecin, mon employeur ne respecte pas les limitations que vous avez émises pour l'assignation temporaire. Et là, il y a des débats qui s'effectuent à ce moment-là sur est-ce que c'est respecté ou est-ce que ça ne l'est pas. Mais pour l'assignation temporaire, il faut que ce soit accepté par le médecin, éventuellement sur formulaire avec limitation précise. Et après ça, bien, il va falloir que l'employeur s'assure effectivement qu'il fasse le choix sur comment il rémunère, là, le choix dont Ariane vous a parlé. Mais après ça, bien, il va falloir qu'il s'assure qu'il le respecte dans les faits, mais il n'y a pas besoin d'avoir d'autres recours externes à des professionnels. Là. Ça, c'est à lui là, de le gérer à ce niveau-là. Une dernière question. Oui. Je vois dans le fil une nouvelle question. Pouvez-vous détailler sur les règles et exceptions de l'employé en télétravail?
Je ne suis pas certaine de bien comprendre. En fait, la question peut être très, très large et très, très vague. Règles et exceptions. Écoutez, à l'heure actuelle, il n'y a pas forcément d'exception, là. Ne peut pas être en télétravail ou peut être en télétravail ou peu importe. Je dirais que les règles, c'est exactement les mêmes que celles qui sont prévues pour les employés qui sont au bureau. Bien, évidemment, pas au niveau de l'urgence sanitaire. Là, les masques et la désinfection des mains, là, on peut passer. Mais l'employeur pourrait, là, via une politique, par exemple, demander à ce que ses employés fournissent des photos de son poste de travail, fournissent un formulaire dans lequel il indique régulièrement est-ce qu'il y a des malaises, est-ce qu'il y a des adaptations à faire, est-ce que comment ça fonctionne à ce niveau-là. Puis au niveau maintenant de l'équipement à domicile, ben tu sais, si jamais il y a un mode mix, l'employeur peut dire moi, tu sais, je vais défrayer un montant X sur présentation des preuves justificatives, je vais défrayer les coûts pour une adaptation si tu as des problèmes parce que je vais te mettre, par exemple, une chaise plus ergonomique ou des choses comme ça, mais il n'a pas l'obligation là, de meubler à l'heure actuelle là, dans les lois ce qui se passe là, au domicile des travailleurs là, à la maison. Donc, la question est très, très large, là, mais je dirais que tout ce qui s'applique au milieu de travail à toute fin pratique va s'appliquer au domicile. La difficulté va se situer comment l'employeur va être capable de vérifier que c'est vraiment en application. Là, je vois une nouvelle... Oui, Marie? Oui, vas-y. Une dernière question en terminant. En télétravail, le domicile est rendu le lieu de travail. Qu'en est-il de l'obligation de l'employeur en cas de violence conjugale sur le lieu de travail dans le contexte? Est-ce qu'il y a une limite au niveau de l'emploi du ou de la conjointe, du lien d'emploi du ou de la conjointe? Ça, c'est une question qu'on s'est posée, Ariane et moi. Hier, on parlait du webinaire, puis à un moment donné, je l'ai interrompu, puis j'ai dit à Ariane, j'ai tellement hâte de voir comment est-ce que on va faire pour appliquer ça. Déjà, sur les lieux de travail, c'est compliqué, puis c'est l'enfer, parce que la limite entre la vie privée et le travail, tu sais, c'est déjà complexe. Évidemment, là, la question, elle va être un peu théorique dans le cas où, tu sais, quand l'employé il est au travail, il va en parler à la machine à café, il va peut-être avoir des blessures, il va peut-être, on va voir que la personne ne file pas, on va poser des questions, d'où le ne peut pas ignorer que la personne vit de la violence conjugale. Là, si c'est à la maison, derrière 4 murs, c'est moins évident. Et si jamais l'employeur apprend, par exemple, que la personne est victime de violence conjugale, peut-être qu'une des méthodes sera de rapatrier une des 2 personnes ou quelque chose comme ça au travail ou quelque chose comme ça. Maintenant, au niveau du lien d'emploi, je le verrais au niveau... Ça peut s'apparenter à du harcèlement psychologique ou à certaines choses comme ça. Puis peut-être qu'éventuellement, si ça a un lien avec la prestation de travail, puis si ça a un lien avec ce qui se passe au travail, l'employeur aura une possibilité, oui, de mettre un terme à l'emploi, mais c'est vraiment pas quelque chose à prendre à la légère. Puis c'est un élément qu'Ariane et moi, on discutait hier, puis qu'on se disait, on a donc hâte de voir en jurisprudence comment ils vont traiter ça, parce que c'est le genre de choses qui est extraordinaire à mettre dans une loi, mais qu'on se demande honnêtement comment ça va marcher puis comment on va l'appliquer. Ariane, je ne sais pas si tu avais quelque chose de supplémentaire à mentionner. J'ajouterais simplement que, comme tu l'as mentionné un peu, on se pose la question puis on a hâte de voir concrètement comment ça va se passer. Mais moi, j'ai l'impression que l'employeur devra se dire, parce que l'objectif de la loi, selon moi, c'est de dire, c'est pas parce que vous pensez que c'est lié à quelque chose d'externe, que c'est de la violence conjugale, que vous ne devez pas le traiter. Fait que je pense que l'employeur devra se mettre dans la position, quand il sait ou devrait raisonnablement savoir, comme si c'était 2 travailleurs qui ne se connaissaient pas puis qui n'avaient pas de lien à l'extérieur du travail. Et quand ça vient influencer la prestation de travail, quand ça a un impact sur le travail, l'employeur devra agir notamment sur le lien d'emploi dans les circonstances les plus graves, mais devra intervenir comme si c'était des travailleurs là, qui étaient là, aucunement liés à l'extérieur du travail. Mais c'est une excellente question, puis on a bien hâte de voir. Peut-être que dans quelques mois, années, on pourra plus détailler là, que l'impact de cet ajout-là, de cette obligation-là, mais pour l'instant, je vous dirais qu'on surveille qu'est-ce que la CNESST va faire avec cette belle obligation. Effectivement, c'est beau de mettre ça dans la loi, mais dans le concret, on a hâte de voir comment ça va se passer. C'est ça, tu sais, la question ciblait très bien le défi, là, tu sais, le défi d'appliquer ça dans le concret, puis on se pose exactement la même question. J'aurais aimé ça répondre, mais malheureusement, je ne suis pas capable. Donc, Ariane, je te laisse la conclusion juste avant que Jean-Pierre y aille du mot de la fin.
Effectivement, je pense que vous l'avez compris là, avec le webinaire de ce matin, la réforme de la SST, elle est titanesque. Elle implique des pans très, très variés là, au niveau du droit du travail, tant justement l'aspect indemnisation, donc la LATMP, que l'aspect prévention, qu'il ne faut vraiment pas laisser de côté. C'est tout aussi important là, que l'indemnisation. Ce qu'on a voulu aujourd'hui, c'est sans faire des Jean-Marc Parent nous-mêmes, comme a dit Marie-Claude, on a voulu vous indiquer les principales modifications pour que vous ayez le réflexe, pour que vous ayez, vous puissiez identifier les situations là, qui sont visées là, par les modifications. On est très consciente que c'est très rapide, que c'est beaucoup d'informations, mais on voulait d'emblée y aller avec un portrait global. Et si, pour certains aspects, là, vous êtes resté un peu sur votre faim, si vous aimeriez avoir des précisions là, quant à différents pans de la réforme, bien, d'abord, Marie-Claude et moi et notre équipe, là, nous sommes disponibles là, pour évidemment vous aider dans vos dossiers, mais également, sachez que Kane Lamar là, est en voie de préparation là, de certains webinaires qui seront plus ciblés sur différents pans de la réforme. On prévoit là, mettre ça en place là, en début d'année prochaine et au courant de l'année prochaine. On met ça un peu plus tard parce que, comme le dit Marie-Claude, la réforme est très, très récente. La loi n'est pas encore publiée, les règlements ne sont pas tous publiés. Donc, on vous laisse donner le temps de vraiment analyser là, toute la documentation pour vous faire des formations plus pratiques sur différents sujets qu'on trouve importants là, de détailler là, plus en détail, d'aller plus en détail. Donc, si ça vous intéresse, là, vous aurez juste à surveiller là, la page Facebook de Kane Lamar et on va très certainement là, publier là, les informations par rapport au sujet de ces webinaires et les dates là, qui seront prévues ultérieurement. En terminant, je voudrais remercier évidemment la Chambre de commerce là, de nous avoir permis ce matin là, de se joindre à vous tous. Bien qu'on ne vous voit pas, on sait que vous êtes présents. C'est un privilège d'être le partenaire là, de la Chambre de commerce. Et en terminant, bien, je vous remercie, vous, d'être là. Marie-Claude l'a dit, un bon taux de participation. Ça nous fait plaisir. Marie-Claude et moi, c'est notre dada, là, la santé-sécurité. Donc, ça nous fait plaisir de vous informer en vous partageant en même temps notre passion. J'espère que ça vous a été utile et au plaisir de vous revoir soit en virtuel ou en présentiel. Merci. Je te cède la parole, Jean-Pierre. Alors, merci Marie-Claude, merci Ariane pour cette magnifique présentation très claire. Mot de la fin, merci à tous d'avoir assisté à ce premier rendez-vous juridique de la saison. 2 prochains rendez-vous juridiques doivent être mis à votre calendrier Outlook. Alors, à votre Outlook tout le monde, le 19 janvier et le 6 avril 2022. Mais avant, ne manquez pas, là je mets mon chapeau de premier vice-président de la Chambre de commerce, mais avant, ne manquez pas nos prochains événements. Le 2 décembre prochain, à la salle polyvalente du Cégep de Jonquière, aura lieu un rendez-vous Jeunes entrepreneurs où nous aurons le plaisir d'accueillir le très inspirant Michael Lalancette, auteur et journaliste sportif. Cet événement est réservé aux membres de l'aile jeunesse ainsi qu'aux membres étudiants. Le 9 décembre prochain aura lieu à l'hôtel Delta, notre incontournable brunch de Noël, toujours sous le thème « Nos histoires d'ici ». L'événement aura pour titre « L'accueil de travailleurs étrangers, une réussite collective ». La billetterie est déjà ouverte et les places, évidemment, sont limitées, donc faites vite. La période de mise en candidature pour le Gala des Dubuc 2022. Alors, pour ne pas manquer votre chance, prenez note que la période se continue jusqu'au 4 février prochain. Alors, tous les détails sont sur le site Internet de la Chambre, www.ccisf.ca. Mais si vous allez sur Google et vous tapez Chambre de commerce Saguenay-Lafiard, vous allez trouver facilement le site Internet. Merci de répondre à notre sondage sur l'événement. C'est très important pour nous au conseil d'administration. On a besoin de ça pour voir si la formule vous plaît, si vous avez des commentaires constructifs, évidemment, à faire pour qu'on puisse s'améliorer. Ne manquez pas également de vous abonner à notre infolette afin de ne rien manquer sur l'actualité de votre chambre de commerce. Vous allez recevoir à tous les matins, en vous levant, en prenant votre café, les dernières nouvelles concernant les activités de votre chambre. Donc, au nom de toute l'équipe de la Chambre, je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci.